Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tous en selle, le podcast qui te donne envie d'enfiler un casque et de partir seul ou à plusieurs à l'aventure. Ici, pas de chichi, pas de filtre, on parle vrai, on parle passion, on parle kilomètres. Des kilomètres qui font vibrer, mécanique, mais aussi un partage d'expérience. Que tu sois cycliste du dimanche, compétiteur, ultra-cycliste, vélo-taffeur ou tout simplement passionné du vélo et du deux roues, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi, respire profondément et prépare-toi à embarquer. Ici, on roule ensemble et on roule loin. C'est parti, toutes et tous en selle. Je suis avec Marion Legrand aujourd'hui. Salut Marion. Hello. Merci de prendre du temps pour le podcast Tous en selle. Je sais que tu es basé à Marseille. Donc merci du temps que tu vas nous consacrer aujourd'hui pour nous parler de ton parcours. Mais comme je fais systématiquement sur ce format-là, en première question, Marion, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditrices et auditeurs du podcast? Ouais, pas de souci. Mais déjà, merci de m'inviter pour ce podcast. Du coup, je m'appelle Marion Legrand. Je suis duathlète, triathlète, surtout une passionnée de sport, on va dire. J'ai 33 ans. J'habite sous le soleil de Marseille, même s'il pleut beaucoup en ce moment. Et on dirait, Partout en France, comme on dirait partout en pas, France. mais ouais, le soleil a disparu. Et je suis aussi coach sportive, plutôt spécialisée dans le triple effort, mais j'entraîne quand même pas mal de gens aussi, que en course à pied, que en vélo. Voilà, je partage un peu ma vie entre le sport que je fais pour moi et puis le sport que je fais pour les autres, où j'essaye de les amener à leur meilleur niveau et en tout cas leurs objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Ça représente, quand on est comme ça, sportif de très haut niveau, puisqu'on va en parler, mais il y a des titres de championne de France, de championne d'Europe, de championne du monde. C'est quoi le ratio entre je suis athlète de très haut niveau et en même temps je coach? C'est quoi le ratio? C'est 20-80, 20% pour les autres en tant que coach et 80% pour ta préparation? Comment est-ce que tu répartis tout ça? Concernant, j'ai toujours été plutôt à l'équilibre, je pense. J'ai même eu une période, je pense, où je donnais plus pour les autres que pour moi, et ça a aussi entraîné un changement dans ma vie, hein, puisque j'ai entraîné beaucoup en club aussi dans un premier temps en région parisienne. Enfin, j'étais beaucoup sur le terrain. Tout le monde sait que quand on travaille en associatif, finalement, on est un peu du matin au soir entre la piscine, les enfants l'après-midi, les adultes le soir. Et au début, j'étais, je pense, plus à coacher les autres. Maintenant, je suis plutôt dans un équilibre. Pour moi, c'est important que mon travail soit toujours présent. Donc non, je partage vraiment 50-50 pour moi. J'ai jamais fait le choix de faire le sport de haut niveau en m'y consacrant à 100%. C'est peut-être, je vais pas parler de regret, mais aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais plutôt dû faire ça? Ça m'a pas empêché de faire des choses bien, mais du coup, c'est vrai que ma vie est différente par rapport à d'autres athlètes qui consacrent vraiment beaucoup de temps à leurs propres entraînements. Moi, c'est un équilibre dont j'ai besoin, et puis un équilibre financier, on va pas se mentir aussi, hein. Donc voilà. On en parlera, mais c'est vrai que le haut niveau, aujourd'hui, c'est aussi la recherche de sponsors, hein. C'est quelque part avoir cette âme d'entrepreneur pour aller euh, planifier une saison, mais aussi trouver des moyens financiers, comme tu l'as dit, pour aller performer, pour s'entraîner, pour avoir du bon matériel, Mm. pour aller faire des stages de perfectionnement ou en altitude, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui pour le très très haut niveau. Donc ça, on pourra en parler, cette phase de financer sa saison. Mais j'aimerais revenir, embobiner un petit peu l'histoire. Lyon, petite, est-ce qu'elle était déjà compétitrice? Est-ce qu'elle faisait déjà de la course à pied, du cyclisme, de la natation? Voilà. Qui était Marion, toute petite? Ah, Marion, déjà, c'est une jeune fille qui est née dans une famille de sportifs de haut niveau déjà. Je pense que j'ai pas fait mes premiers pas sur une piste d'athlé, mais presque. Mes deux parents étant sportifs de haut niveau, plusieurs fois champions de France en athlétisme. Ah, j'aime pas trop le dire parce que souvent les gens me disent ah mais en fait t'as aucun mérite, c'était déjà dans les gènes et tout. Mais oui, c'est vrai que j'ai été drivée aussi par, on va dire, la passion familiale qui était le sport.
qu'il est encore beaucoup pour mon père, moins pour ma mère. Mais voilà, mon père, c'est un grand passionné, un grand coureur. Je pense qu'il vit encore le truc à travers moi aujourd'hui. Mais voilà, je suis née dans cette famille, une famille plutôt nombreuse. J'ai eu une sœur jumelle et j'ai un grand frère et une grande sœur qui ont moins fait du sport que moi. C'est vraiment c'est moi qui ai repris le flambeau sportif, mais voilà, depuis toute petite, je cours. J'ai commencé à courir il y a 10 ans. Au début, je faisais pas du tout de la course à pied, hein. J'ai commencé par la gym, j'ai fait du judo. Puis dès que j'ai commencé à avoir l'âge de pouvoir courir un peu, mes parents m'ont autorisée, on va dire ça comme ça, à faire de l'athlétisme parce que pour eux, bah, c'est pas le sport le plus ludique, en tout cas tout ce qui est demi-fond, etc. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit: «Bon, écoute, tu le droit d'y aller, vas-y». Initialement, je faisais pas du tout ça, je faisais du judo et en fait, pas de chance pour eux, je me suis cassé les doigts dans la cour de récré. Je pouvais pas faire la compétition de judo, donc mon père a eu pitié de moi, il m'a inscrit aux championnats, départementaux de cross. Je crois que j'ai dû prendre une licence, dans la semaine et puis en fait, bah, j'ai gagné les départementaux de cross et puis là, c'était mort pour eux, hein. Je les lâchais plus donc ils m'ont dit: «OK, on y va. On te laisse aller en athlé» et puis voilà, j'ai commencé l'athlétisme, par le triathlon, pas le triathlon que je fais aujourd'hui, mais le triathlon en faisant un sport, un lancer, une course. J'étais un peu touche à tout, mais j'étais très compétitive déjà en étant enfant. Je pense que c'est ce qui a drivé aussi ma pratique aujourd'hui. Qui est un peu différente aussi de, bah, ma compagne, hein, dans ma vie qui a fait du sport aussi, où elle voit plus le sport comme quelque chose qui lui permet d'évacuer. Alors que c'est vrai que moi, depuis toute petite, si je faisais du sport, c'est parce qu'il y avait la carotte au bout, qui était d'aller faire la compétition, plus que de me sentir bien et voilà. Donc ouais, très sportive déjà en étant enfant et puis plutôt compétitive, quoi. Là, tu nous parles, Marion, à quel âge ça, je trouve ça toujours intéressant, moi, de connaître ce point de bascule dans la vie d'une personne où tu te casses les doigts. Donc, Ouais. ton père t'inscrit au cross et là, bah, c'est parti quelque part. Ça change tout derrière parce que tu gagnes les départementaux. C'est une vraie révélation à ce niveau-là. On parle, tu avais quel âge dans cette période-là? Voilà, je devais avoir, 9 ans, entre 9 et 10 ans, Ok, il me donc semble. ouais. J'étais poussine, hein, c'était vraiment les premières catégories, d'athlé. Donc, ce qui veut dire que déjà dans les gènes, effectivement, un papa très sportif, toi, l'esprit de compétition. En plus, derrière, bah, il y a les résultats qui font que. Et comment tu construis derrière bah, cette carrière qui t'amène à des titres nationaux, européens, mondiaux? Ça veut dire que est-ce qu'il y a un sport-études ou est-ce que non, tu suis une scolarité tout à fait classique entre bah, les entraînements, les études et puis bah, avec le temps et l'âge des entraînements de plus en plus probablement progressifs mais aussi exigeants? Comment tu construis cette phase-là de ta vie? Pas du tout de sport-études. Non, je l'ai construite dans un premier temps déjà à travers mon père, qui m'a entraînée, pendant un temps, mais avec un schéma, je pense, différent de ce qu'on a pu voir aussi aujourd'hui dans le sport entre les relations, parents, entraîneurs et enfants. Moi, pour le coup, bon, mon père, il vient de l'ancienne école, sportive, plus où voilà, on faisait du foncier, de l'endurance, peut-être un peu moins comme on le fait aujourd'hui. Et je pense que lui, il m'a vraiment accompagnée dans le sport, j'ai envie de dire sain parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu différent. Mais c'est lui qui m'a entraînée Veux dans un dire, premier temps. tu veux dire, Marion, la relation des parents sur le bord des stades avec les enfants? Ouais, ça et puis je sais pas, le type de séances qu'on peut donner aujourd'hui qui sont quand même très intenses. Enfin, moi, j'ai commencé à avoir «le droit» entre guillemets de faire des séances, sur la piste assez tard finalement, parce que mon père avait une vision de l'entraînement. Il fallait pas faire des intensités trop tôt, il fallait attendre de mûrir, de progresser et cetera et donc je pense qu'il m'a bien accompagnée là-dedans et c'est quelque chose que j'ai beaucoup conservé, même moi en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Hem Et donc j'ai commencé comme ça, j'ai pas du tout fait de sport-études. Au bout d'un moment, mon père a arrêté de m'entraîner parce que je lui ai dit: «Écoute, moi j'ai envie d'avoir un papa plus que d'un entraîneur». C'était une super relation qu'on avait tous les 2. Mais voilà, moi je et puis j'avais envie d'avoir une relation avec un coach, en parallèle, voilà, avec un groupe et me sentir libre aussi.
Donc après je suis allée avec des groupes, mais non, j'ai pas fait de sport-études. Je suis restée basiquement dans des clubs. Ouais, je sais pas, je devais y aller peut-être, 2-3 fois la semaine et puis, j'ai continué mes études en parallèle, je suis allée en avant d'être entraîneur, moi j'ai fait des études de pédicurie, podologie. Donc ça m'a pris quand même beaucoup de temps, hein, parce que j'ai dû être, listée, athlète de haut niveau, je pense en catégorie junior. Je me souviens, j'avais fait une demande pour pouvoir, bénéficier d'horaires aménagés. Moi j'avais passé mes concours et puis j'étais à l'école, à Paris, dans une école qui s'appelle Assas, donc qui est kiné et podo. Et puis en fait, on m'avait refusé, hein, parce que j'étais sur liste jeune, ministérielle d'athlète de haut niveau, c'était pas senior. Et donc finalement, j'ai eu une scolarité, tout à fait, normale où, bah, j'allais en cours et puis quand je pouvais, j'allais m'entraîner après. C'était assez intense. J'ai jamais eu d'horaire aménagé, j'ai toujours fait comme ça. Honnêtement, je me considère comme quelqu'un qui s'est entraîné, je vais pas dire de la manière la plus normale parce qu'effectivement, j'ai fait du haut niveau et j'ai été sur des lignes de départ, qui sont pas forcément accessibles à tout le monde. Mais souvent, quand j'en discute aujourd'hui, que je fais un peu le récap de ma vie de sportive, j'ai l'impression de m'être plutôt entraînée, comme une amatrice. J'ai jamais eu un cadre autour, j'ai jamais eu de préparateur physique, je suis pas allée en pôle. J'ai toujours travaillé à côté. Aujourd'hui, les athlètes que j'entraîne, qui sont amateurs, je pense qu'ils font presque autant d'heures que j'ai pu faire, voire plus pour certains. C'est un besoin qu'ils ont. Moi, je me suis toujours entraînée normalement. Par contre, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire du haut niveau parce que j'avais le potentiel et voilà. Mais non, j'ai pas je me considère comme une athlète qui a eu la chance de pouvoir faire des choses, mais j'ai pas eu le sentiment d'avoir fait vraiment des choses qui diffèrent. C'est là, j'en parle souvent dans les podcasts, hein, ou quand j'ai la chance, comme aujourd'hui, d'avoir en face de moi une championne, c'est que vous avez un truc en plus, quoi. C'est-à-dire que vous avez des gènes qui font que, bah oui, effectivement, avec un minimum d'entraînement, ou ce que tu appelles un entraînement normal, bah, vous êtes en capacité à produire des résultats qui sont au-delà de la norme et d'une personne qui, elle, s'entraîne. Bah, vous, jusqu'avec un minimum d'entraînement, sans en rajouter, bah, vous êtes en capacité à produire des résultats. Donc, dans le parcours que tu décris, euh, on voit que vraiment, il y a cette relation avec le sport qui est plutôt saine, hein, c'est-à-dire pas de pression de résultats, juste un équilibre entre ben, j'ai ma scolarité, j'ai le sport, et alors parfois peut-être un petit peu challengeant quand les compétitions approchent, mais on sent qu'il n'y a pas de pression de résultats et il n'y a pas cette pression que tu aurais pu te mettre toi-même avec un statut de sportif de haut niveau, d'intégrer un pôle ou quoi que ce soit. Mais à quel moment, parce que je le répète, mais tu as quand même des titres à l'international de très haut niveau, à quel moment tu prends conscience de tes capacités, de tes compétences, de tes résultats? Ou en tout cas, à quel moment tu structures le projet en disant, bon, bah voilà, je vais vraiment m'organiser pour aller au plus haut niveau international? Est-ce que ça l'a été à un moment donné ou pas du tout, tu continues à avancer dans la vie avec cet équilibre-là? Bah, déjà pour revenir par rapport au stress et cetera dont tu parlais, je pense que dans un premier temps, le stress de la pression de vouloir performer, je l'avais pas évidemment, ça vient au fur et à mesure, hein, parce que, hein, plus tu grimpes dans l'échelle, de performance, plus forcément tu es attendue, plus tu as cette étiquette de favorite qui commence à se coller et puis forcément la pression elle va avec, hein. Je dis pas que moi quand j'allais, à la fin sur les lignes de départ, je commençais à avoir un peu les chocottes d'échouer, hein, parce que c'est sûr que voilà. Hem, je pense que cette volonté de performer, elle est là depuis longtemps. Je me suis juste laissé le temps de voir un peu dans quelle direction j'allais et puis de mes capacités. Faut savoir que moi, donc au début, je faisais de la course à pied. J'ai commencé à faire de la course à pied de haut niveau parce que j'ai eu des sélections. Donc là, j'aspirais forcément à, dans un premier temps, essayer de gagner un titre de championne de France que j'ai pas eu, en tout cas, dans mes catégories jeunes, même si j'ai fait des médailles sur la piste. J'ai eu une sélection sur des championnats d'Europe de cross. Et puis après, j'ai voulu faire un transfert sur le duathlon.
où je suis arrivée dans cette discipline parce que j'avais eu des besoins de changement dans ma vie, on va dire personnels, où voilà, j'ai perdu ma sœur jumelle, ça a été un gros questionnement. Et il a fallu que je change mes habitudes et ça passait par un changement de sport pour pouvoir changer un peu mes repères familiaux aussi qui étaient très basés autour de la course à pied. Donc moi, ma sœur, elle venait sur toutes les compétitions de course à pied. Les compétitions étant les mêmes, il fallait que je change de repère pour ne pas trop penser à cette partie douloureuse de ma vie. Et donc, j'ai changé de discipline. Et là, je pense naturellement, j'ai fait un transfert de ce que je faisais à pied, c'est-à-dire où est-ce que je peux aller? Est-ce que je peux performer au plus haut niveau? Ce serait cool. D'abord, j'ai commencé par faire du Grand Prix. Les c'est le meilleur championnat qu'il y a en France en duathlon. J'avais un club qui courait à cette époque en première division. J'ai commencé à faire quelques d'entrée de jeu en fait, ça a commencé à bien marcher pour moi. J'ai dû faire peut-être 15e place sur ma première D1, ce qui est plutôt encourageant. Enfin, j'ai vite compris que c'était encourageant. Et donc après, ça a appelé le fait que moi qui étais compétitrice, j'avais envie de performer. Je pense que je regardais pas trop ce qui était championnat d'Europe, championnat du monde. Je regardais de loin, mais voilà, moi l'idée c'était aussi de venir me faire plaisir et essayer d'être performante. Et puis voilà, au bout d'un moment, quand tu commences à faire des top 5 et que sur la ligne de départ, il y a des Hollandaises qui font les championnats du monde, les championnats d'Europe, qu'il y a des Espagnols qui le font, que la meilleure Française, elle est championne d'Europe aussi, championne du monde. Parce que pendant très longtemps, on a eu une Française qui s'appelle Sandra Levenez qui était une des meilleures. Forcément, ça te donne envie, tu es sur la même ligne. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut pas viser une sélection? Et puis c'est venu comme ça, quoi. Même si au début, les championnats du monde, première sélection, donc en 2018, je dois faire 11e au monde. La course, c'était le chaos. J'en ai trop chié. Mais Mais, voilà. mais à quel moment, parce qu'effectivement, il y a des sélections, comme tu l'as dit, il y a la participation avant d'être championne, il y a les premières participations, et là, c'est l'expérience, c'est l'apprentissage, mais il y a la sélection en équipe de France, mais si je reviens tout petit peu en arrière, tu as expliqué donc cette phase de ta vie où il te fallait un changement, un nouveau sport pour changer les habitudes. Pourquoi pourquoi le duathlon? Est-ce que c'était le club qui était proche de chez toi? Pourquoi le vélo, déjà? Et après, il y a le triathlon qui va arriver aussi dans ta vie où tu vas performer, puisque tu as tout récemment gagné le 70.3 d'Aix en Provence. Ouais. Pourquoi le vélo? Qui t'a mis sur un vélo? Mon père, toujours. Ouais, ouais. C'est sûr, c'est un élément un peu moteur hein, de ma vie de sportive. Pourquoi le vélo? Parce qu'en athlétisme, je courais pas beaucoup. De manière générale, je suis pas une sportive qui me suis beaucoup entraînée dans ma vie. Ça paraît fou, mais c'est un peu le cas. Je fais des petits volumes. J'avais tendance à me faire mal aux chevilles. Enfin, j'avais souvent des petites tendinites. J'ai eu une fracture de fatigue au calca. Et donc j'ai basculé sur le vélo parce que c'était un sport porté. Ça me permettait de me dépenser aussi. Et je suis montée sur un vélo comme ça, plus dans un cadre de rééducation que d'envie de faire du cyclisme. Ouais, ça te permet de garder une condition physique sans effectivement solliciter les chevilles, les articulations, comme tu l'as dit. Ouais. Carrément. Et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, moi aussi qui avais un besoin de changement, je me suis dit: «Tiens, le vélo, j'aime bien ça aussi». Je pense que je me débrouille pas trop mal. J'avais un gabarit qui se prêtait bien au vélo. Je suis très grande, j'ai plutôt un petit peu de cuisses, enfin voilà, ça j'aimais les côtes, je suis un peu punchy aussi, donc non, ça passait bien sur le vélo et on s'est dit, d'abord pour la au tout début, je me suis dit: «Je vais faire du triathlon». Bon, moi, on m'a jamais mis dans l'eau. Vraiment, je pense que la natation, c'est un peu la bête noire de mes 2 parents. Ils aimaient pas la piscine. Mon père, il est allé à la flotte, pareil dans un cadre de rééducation parce qu'il s'est fait opérer des tendons d'Achille pendant sa carrière et puis du coup, il a dû aller nager, mais je pense qu'on fait partie de la team caillou. Très peu souple des épaules, et puis voilà, on n'a jamais nagé et moi, j'allais nager avec les copains à la piscine, voilà, du Ouais, coin, donc mais c'était naturellement, sympa. Ah non, naturellement, c'est pas le pas du triathlon qui est tout. arrivé dans cette période-là. Non,
Et du coup, j'ai vite compris que bon, la natation, c'était pas mon truc, mais c'est surtout qu'à cette époque-là, finalement, le triathlon, ça prend quand même beaucoup de temps. C'était une facilité aussi de faire un sport qui prenait un peu moins de temps. Et puis, du coup, je suis allée sur le duathlon parce que je suis allée à l'essentiel. Moi, j'étais une coureuse. Le transfert sur le vélo, j'en étais capable. Mon équipe, à cette époque, qui était le Stade Français, cherchait, des filles parce qu'ils faisaient de la première division en duathlon, donc voilà, ça tombait bien. Je me suis consacrée essentiellement au duathlon dans un premier temps. J'allais un petit peu nager au club parce que ça faisait partie du truc et j'aimais bien terminer mes années, sur le triathlon pour m'amuser. Mais c'était pas le truc numéro un. Moi, c'était le duathlon et je suis venue comme ça. Et d'ailleurs, pour pour revenir sur cet aspect compétitif, initialement, j'avais contacté d'entrée de jeu quand j'ai vu que je voulais faire du duathlon, je voulais essayer. J'avais contacté le meilleur club français, qui est ici les Moulineaux. Je m'étais dit, c'est le club champion de France. T'es ambitieuse dans la discipline, t'as envie de faire des choses. Et puis, je me souviens très bien, je les ai appelés je les ai appelés au téléphone, ils étaient en plein stage, je crois. Ils ont mis le téléphone au milieu de la table et puis ils m'ont dit, bah vas-y, présente-toi. J'avais l'impression de passer un entretien. Et puis, moi, je faisais déjà quelques petits trucs en athlée, donc je me suis dit, bah c'est bon, je suis une coureuse, ça peut le faire et tout. Et puis il m'avait dit, bah écoute, nous on a déjà une équipe 1 là qui tourne bien, donc tu seras dans l'équipe 2. Tu seras dans l'équipe 2, limite, faudra que tu fasses tes preuves. Et du coup, je me souviens, j'avais raccroché et je m'étais dit, oh, c'est dommage quand même. Et en fait, quelques semaines après, il y a le Stade Français qui pour eux, pour le coup, était bien moins bien classé. Était vraiment plutôt en fin de classement de D1. Il m'avait dit, bah nous, on te propose de venir. Et je m'étais dit, bah tu pourras être sur la même ligne que l'autre club, même si c'est une équipe qui tourne moins bien, vas-y, fais-le. Justement, la target, c'est de faire monter l'équipe et de montrer à ici les Moulineaux que ouais, je voulais pas les faire mentir, mais je voulais leur montrer que bah voilà, finalement moi j'avais du potentiel, ils avaient pas voulu que je vienne chez eux. Et voilà, c'est la petite anecdote. Je crois que j'ai jamais osé en parler parce que de base je suis pas, Non, mais ça a été quand même une petite frustration. ouais, une petite frustration, mais je suis très très heureuse d'avoir pu courir pour le stade où vraiment c'est un club où je me suis épanouie en tant qu'athlète. En tout cas sur mes premières années, c'était vraiment chouette. Et du coup, pas du tout de regret d'avoir pu courir pour cette équipe et puis de faire un petit pied de nez, quoi. On est en quelle année, la période dont tu parles, Marion? Là, on doit être en 2015. 2015, ouais, c'est ça, 2015-2016. Ça veut dire que pas très très longtemps non plus derrière, il y a les résultats, les résultats au niveau nationaux qui arrivent, parce que derrière ça va s'enchaîner, hein, les titres au niveau national, européen et mondiaux. Comment tu vis cette progression et surtout les, la première sélection en équipe de France, euh, c'était quoi en fait dans ta tête à ce moment-là? C'était, c'était un objectif, je veux pas dire secret, mais ça faisait partie C'était un peu. ton moteur. Ouais, ça faisait partie un peu de la consécration. Je pense que mon coach à l'époque avait autant envie que moi d'accéder à ce truc-là. Voilà, quand on a vu que c'était possible, même si ça a mis un petit temps, hein. Disons que il a fallu faire ses preuves plus de temps que je pensais. Mais voilà, 2018, ça a été la première sélection. Je sais même plus si j'avais déjà eu des. J'avais déjà eu des. Si j'avais déjà eu une médaille au championnat de France, j'avais pas eu mon premier titre encore. Mais voilà, en fait, je tournais en Grand Prix de première division. J'avais fait quelques podiums, les places étaient là. Et du coup, on m'a donné cet accès en 2018 à l'équipe de France. Et puis finalement, je l'ai jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu une seule année où j'ai pas fait de sélection. J'ai peut-être loupé quelques compétitions, un championnat du monde, j'ai eu le Covid. Il y a eu une fois où j'ai pas été sélectionnée aussi, hein, parce que tu parlais de pression tout à l'heure, mais au bout d'un moment, même si toi t'es habitué à être en équipe de France et tout, faut toujours répondre à des critères et puis mine de rien la pression elle se met au fur et à mesure
Et je dirais même que là, sur ces dernières années, ça commençait à être, même si moi j'avais ma place, cette année j'ai quand même connu une période un peu compliquée où, comme j'avais été blessée, même si j'avais performé avant, c'est pas le monde des bisounours, hein, c'est Ouais, bien compliqué sûr. quand même. Ouais. de- Il y a du Ouais, tu travail penses que derrière. tu penses que c'est ouvert et que t'as ta place, mais en fait, faut quand même toujours prouver les choses et c'est pas évident. Et surtout quand tu es à haut niveau, comme tu peux l'être, hein, parce qu'effectivement, depuis 2018 et cette sélection en équipe de France, tu remportes, si mes informations sont bonnes, tous les titres au niveau national derrière, c'est-à-dire championne de France 2018 jusqu'à 2024, sur lesquels vont s'empiler par-dessus des titres de championne d'Europe et du monde, également en équipe. Donc bah voilà, c'est fait effectivement que on arrive à un haut niveau et comment tu structures ça justement? On en parlait en tout début d'épisode, mais tu disais que tu avais un travail à côté. Moi, j'ai rencontré plusieurs triathlètes également sur le podcast, hein. Il y a ceux qui arrivent à bien marketer leur saison et à trouver des sponsors et qui font justement des activations qui sont même limite parfois créateurs de contenu justement parce qu'aujourd'hui avec les réseaux, ces nouveaux métiers sont apparus créateurs de contenu. Donc bah, c'est des gens qui mettent en avant des marques à travers différentes disciplines. Comment toi, tu arrives à structurer tout ça entre ton métier de coach, le haut niveau dans le duathlon et justement la recherche de sponsors. C'est difficile, hein, c'est vrai quand on est sportif et qu'on est focus sur ses performances, sur ses entraînements, il reste peu de temps à y consacrer, ça prend énormément d'énergie. Il faut être en capacité à passer au-dessus des noms, des frustrations, des remarques parfois désagréables des personnes qui sont en face de toi. Tout ça est très difficile, hein. Quand tu avais tous ces résultats, Marion, entre 2018 et 2024, parce qu'on va parler effectivement de cette année 2025, pas très simple, Mm. avec cette maladie dont tu vas nous parler tout à l'heure. Mais comment tu construisais tout ça? Est-ce que tu avais ton job à côté et tu t'organisais de cette manière-là? C'était ton équilibre quelque part. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment quelque chose que j'ai choisi ou ça a toujours été naturel chez moi d'avoir ce travail à côté. Je pense que j'ai jamais aussi eu l'opportunité de ne pas avoir de travail. Faut dire ce qui est, hein. Parfois, il faut être ton propre moteur. Soit tu décides de tout arrêter et de te lancer. J'en connais, hein, des gens qui décident d'être à 100%. Et je respecte grave limite, je suis impressionnée, presque jalouse de pas avoir osé. Mais voilà, moi, ça s'est toujours fait comme ça. Je pense que, C'est ta nature aussi peut-être derrière, hein, parce qu'il y a quand ouais, même, quand on est sportif, enfin, il faut être très très à l'aise quand on présente un dossier. C'est vraiment deux choses différentes, hein. exactement. Et d'ailleurs, enfin, je pense que les gens pensent que je suis assez extravertie parce que dans mon métier, je suis assez extravertie parce que voilà, je travaille pour une structure maintenant là qui organise beaucoup de stages sportifs et moi, je montre que je suis à l'aise, il faut animer, il faut dynamiser ces semaines-là. En vrai, je suis quelqu'un de très timide. On le voit pas quand je pousse tout le monde à faire une grosse chenille générale pour que tout le monde se sente à l'aise. Peut-être que finalement, on se pose pas la question, mais c'est moi qui suis le moins à l'aise du groupe. Ouais, ce que tu veux dire, c'est qu'il te faut beaucoup beaucoup d'énergie en fait sur le personnage public dans l'animation, dans ton métier dans ton métier de coach, hein, et il faut dépenser beaucoup d'énergie pour que la mayonnaise se prenne. Mais une fois que les lumières s'éteignent et que le personnage privé, là, c'est plutôt quelqu'un d'introverti. Ouais. Ouais, je suis assez timide, hein, j'ose pas trop. Et donc, c'est vrai que, comme tu dis, aller démarcher des sponsors, se lancer dans une vie à 100% dans le sport, moi, ça a été un frein et ça l'est encore aujourd'hui. Parce que je suis de nature, j'ai peur, hein, tout simplement. J'ai du mal à me vendre. Je suis. Sportivement, j'ai eu. Une fois que le coup de feu y part, j'ai vachement confiance en moi, mais c'est vrai qu'avant, j'ai tendance, alors que les entraînements sont bons,
j'ai le palmarès qui va bien derrière, je suis du genre à me demander si je peux le faire, si je peux. Enfin, j'ai toujours eu un gros manque de confiance en moi malgré tout, et du coup, c'est vrai que ça m'a pas aidé à me vendre et à aller chercher des sponsors qui vont bien. Même si en face, moi, j'essaie aussi de nature optimiste en me disant bah non Marion, les résultats tu les as, t'as quand même 4 titres de championne de France, t'as été double championne d'Europe, championne du monde, tu mérites. Je pense que le meilleur exemple que je peux te donner, c'est cette année, j'étais au championnat du monde, j'étais championne du monde en titre, puisque j'ai gagné en 2024, je me suis pointée au championnat du monde avec mon vélo que j'ai toujours eu, qui date de 2018, quand je me suis acheté mon premier vélo, c'est le même aujourd'hui, avec les câbles qui commencent à câbler, hein, comme on peut dire. Franchement, mon vélo, il était posé sur le rack avec le vélo de toutes les autres filles. Je vais pas te dire que j'avais honte, mais en fait, ouais, pourquoi? Parce que cette année, je suis allée démarcher 3 boutiques de vélo, j'ai essayé d'avoir un contrat vélo, j'ai pas réussi. Avec le Alors, palmarès, ouais, qui va bien, quoi. mais parce que je pense qu'aujourd'hui, enfin, être sportif, c'est pas que être sportif sur le papier, ramener les résultats. C'est effectivement, c'est un métier qui englobe aussi le fait de vendre ton image de sportif. Et c'est vrai que moi, ça, je l'ai moins développé. Je suis toujours restée la Marion que je pense être nature, peinture, qui plaît à certains et peut-être qui plaît moins à d'autres, mais finalement, c'est un peu douloureux, hein, parce que Ouais, parfois mais quand c'est ton équilibre. C'est ton c'est mon équilibre. équilibre, moi, et je pense que j'arriverai pas à faire autrement, même si parfois on m'a dit mais non, mais il faut y aller, il faut envoyer plein de CV, faut pousser, pousser. En fait, moi, j'arrive pas à ça. Je suis trop optimiste en me disant bah si tu le mérites, tu l'auras, et puis voilà. Mais c'est vrai que ça m'a valu quand même des petits coups durs en me disant bah en fait ça suffit pas, visiblement ça suffit pas. Puis tu te remets en question, tu vois. Moi, je me suis remis en question. Je me suis dit est-ce que c'est parce que je suis moins féminine? Est-ce que, enfin, c'est bête, hein, mais ouais, est-ce que je me mets moins en avant comme ci, comme ça? Est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux courts? Enfin, franchement, tu vas chercher tout et n'importe quoi et Non, mais finalement, c'est vrai que le refus, ouais. Ouais, le refus le refus d'un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers. Ah, il faut avoir une capacité à passer au-dessus de la frustration, mais après c'est cet équilibre, hein. Si tu te sens toi bien comme ça, et que les résultats suivent derrière et que tu as ton équilibre perso, bah, c'est juste parfait. Mais dans le duathlon, est-ce que à la base c'est une discipline où il y a des professionnels, comme il peut y avoir aujourd'hui dans le triathlon, hein? Il y a des femmes, des hommes qui arrivent avec la mise en avant sur les réseaux bah, de leur discipline, de leur pratique, et donc des marques qui les accompagnent. Est-ce que dans le duathlon, on a ces profils-là ou pas? c'est une excellente question. En vrai, aujourd'hui, il y en a pas beaucoup qui peuvent dire je suis du athlète professionnel. 100%. Ouais, si, il y en a, mais souvent c'est parce que à côté, c'est des très bons coureurs. Je peux parler de Benjamin Choquer, par exemple, qui est très connu aussi dans le monde de l'athlé, de la course sur route. Euh, c'est des gens qui arrivent à vivre de ça parce que, mine de rien, à côté, ils sont très bons dans une autre discipline, ce qui fait que ça augmente leur capacité à pouvoir démarcher aussi, je pense, leur département, les aides, voilà. Ce qui a existé, existe de moins en moins dans le duathlon, c'est que mine de rien, on est quand même rattaché à la Fédé, au ministère des Sports, et que pendant un petit moment, les duathlètes pouvaient déposer un dossier et obtenir un détachement à 100% du ministère des Sports, selon leur voilà, de quel duathlète ils étaient, s'ils performaient beaucoup. Mais c'était uniquement ouvert pour ceux qui étaient fonctionnaires, profs de sport, chose que je pense que moi j'aurais pu bénéficier par rapport à mes résultats, mais manque de chance, je ne suis pas prof de PS et du coup je peux pas. Et donc ça m'a été fermé. Ça m'a même jamais été proposé au Ouais, final. ça t'a même jamais été proposé, effectivement. Et ça aussi c'est un questionnement de te dire en fait rien n'est mis en place Ah, alors que au niveau ouais, fédéral, parce que vous dépendez de quelle fédération? Fédération française de triathlon. Vous dépendez du triathlon, effectivement. Ouais, c'est dommage. Mais C'est un sport, dommage, effectivement. Ouais. on C'est n'est pas un pas sport un sport olympique. malheureusement.
malheureusement. Et je pense que ça, c'est ce qui freine beaucoup. Donc, aujourd'hui, tu vas entendre des gens qui font du duathlon, qui en font à 100%. En équipe de France, il y en a plusieurs, hein. Ils vont me dire que c'est leur métier, mais est-ce que de là à dire qu'ils en vivent, non, Ouais, je je vois pense ce que que tu veux c'est un dire. Ouais. choix. C'est un choix. Ouais. C'est une occupation à 100%, mais ce n'est pas une rémunération qui leur Exact, permet de vivre. c'est ça. Ouais, je comprends, je comprends. Tout ça n'est pas simple, mais c'est vrai que vu de l'extérieur, quand on voit ton palmarès, je fais appel aux marques, hein, aux marques. Ah, c'est quand même pas compliqué d'équiper Marion de deux vélos à l'année pour qu'elle soit encore plus performante, de roues qui lui permettraient d'aller un peu plus vite, d'un casque, de lunettes. Enfin voilà, je me fais. J'ai investi dans un vélo l'année dernière puisque j'ai pas eu le choix, hein. Bah pour le triathlon, hein, j'ai investi dans j'avais pas vraiment de vélo, on me prêtait un vélo de Un chrono vélo de chrono. Ouais. évidemment. Et bah je me suis dit bon allez Marion, donc j'ai démarché une marque, j'ai pas obtenu un contrat avec eux, par contre ils m'ont fait une remise pour l'acheter le vélo, mais j'ai quand même mis plus de 6 000 € pour acheter ce vélo. Et manque de peau, j'ai même pas pu rouler vraiment dessus parce que je me suis blessée. Donc, si tu veux, là, le vélo, je le vois tous les jours dans l'appartement. J'espère que ça va le refaire, mais voilà, c'est dur aussi, hein. Ouais, je comprends, je comprends. Mais écoute, comme tu l'as dit, les choses vont se remettre dans le bon ordre. Il faut croire en ça. Juste sur le duathlon, avant d'aller sur le triathlon et donc ta victoire à l'Ironman 70.3 d'Aix, explique-nous. C'est peut-être une question que j'aurais dû poser en intro pour que les personnes qui écoutent s'imaginent une discipline sans vraiment la connaître. Le duathlon, c'est un mélange de course à pied et de vélo. Donc il y a la course à pied, le vélo, la course à pied. Et de ce que j'ai pu, de ce que je peux savoir, c'est il y a un peu comme au triathlon, il y a différents formats qui correspondent à différentes distances. C'est bien ça? Ouais, c'est ça. C'est comme le triathlon, où tu vas avoir le triathlon olympique qui se fait avec du drafting, donc c'est-à-dire rouler en peloton, profiter de l'aspiration des autres vélos. Et puis à côté, tu vas avoir le triathlon Ironman, triathlon longue distance où voilà, faut respecter des distances. Et puis c'est assez individuel tout le long de la course, enfin, théoriquement en tout cas. Le duathlon, c'est exactement la même chose. Tout ce qui est championnat, voilà, ça va se courir plutôt sur des formats sprint ou avec du drafting, comme ce qu'on retrouve aux Jeux Olympiques en triathlon. Puis tout ce qui est duathlon longue distance, c'est comme le tri, ça se fait plutôt tout seul sur ton vélo, voilà. Et en fait, moi, je l'ai surtout pratiqué en type sprint, et donc sous forme de championnat, et c'est là où il y a des sélections pour le coup. Ouais, c'est intéressant de pouvoir préciser ça. Et à quel moment tu bascules sur le tri, en fait, quand on voit le palmarès que tu as, l'équilibre de vie que tu peux avoir, tu l'as dit, entre le coaching et ta pratique sportive, et qu'en plus on fait partie de la team Caillou, comme tu l'as dit tout à l'heure, à quel moment on s'est dit, bah tiens, je vais aller me challenger sur le tri, et comment, en étant dans la team Caillou, on gagne le 70.3? Alors, Parce qu'il y a eu comment... d'autres victoires, hein. Là, je parle de Ouais, l'Ironman d'Aix, mais il y a eu d'autres participations, il y a eu d'autres victoires. Mais là, c'est quand même, enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de sportives qui veulent le mettre à leur palmarès. Donc, comment ça s'est fait? bah déjà, moi j'ai basculé sur le triathlon parce que j'étais dans un club de triathlon, hein. Aujourd'hui, nous, le duathlon, on est régi par la FF Tri, donc nos clubs, c'est du triathlon, les licenciés font du triathlon. J'avais... Ça reste le sport roi, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est dommage parce que le duathlon, c'est vraiment une discipline qui est très dure, je trouve. Quand tu cours alors que t'as déjà couru, ou que tu montes sur un vélo, t'as déjà couru, ça fait mal, quoi. Donc voilà, mais le sport roi, c'est le triathlon. Dans la bouche des gens, c'est le triathlon. Donc moi, par orgueil, je me suis dit, bah, je vais aussi aller faire un peu de triathlon de temps en temps. Et aussi parce que j'aime ça, hein. Je suis pas une bonne nageuse, mais je trouve l'effort hyper cool, hyper sympa. Les trois milieux, l'eau, la terre, etc. Donc, comment j'y suis venue, c'est que à force de faire de la D1 du Grand Prix pendant l'année où j'avais la pression, bah, je me suis dit je vais aller me faire plaisir, je vais aller faire du tri en fin de saison. C'est comme ça, ce sera la course que j'ai choisie, parce qu'en duathlon, quand t'es C'est sur un vrai. championnat, tu choisis pas les lieux. Voilà, c'est telle date, tu dois y aller, et voilà. Et donc moi, je me suis dit le triathlon, bah, je vais aller là où j'ai envie, dans la région de France que j'ai envie, sur un parcours qui me plaît. Et c'est comme ça que en 2018, je me suis inscrite aux longues distances du Naturman.
qui est dans les gorges du Verdon. Et puis j'y suis allée et puis j'ai fait deuxième, je crois, derrière Emma Bilam, qui est quand même aussi une Suissesse qui tourne très bien aussi en triathlon longue distance. Puis bon, c'est vrai que là, je me suis dit, bah, tu sors loin de l'eau, mais finalement, il y a quand même des choses à faire. Et puis la petite spécificité aussi du triathlon longue distance, c'est que quand t'es sur ton vélo, t'es tout seul. Donc, en fait, quand tu fais du tri olympique et que tu sors loin de l'eau et que tous les autres, ils roulent ensemble en peloton, bah, entre guillemets, ils s'entraident, ils se Bien tirent sûr. vers le haut. Et toi, si t'es tout seul à vélo, tu reviendras jamais. Donc, c'est aussi l'avantage du triathlon longue distance. Donc, c'était quelque chose qui me correspondait bien. Et puis, mine de rien, à la fin, donc, j'avais quand même des aptitudes sur le vélo pour pouvoir regratter des places. Mais surtout, mon gros point fort, c'était le fait de courir à la fin. Comme j'étais duathlète, comme je suis duathlète, j'ai cette capacité à pouvoir fournir un effort à pied en fin de course assez haut, on va dire, puisque j'ai l'habitude de courir au début, à la fin, en duathlon sur des grosses intensités. Et donc finalement, bah, sur le triathlon, j'arrivais à revenir sur les fins de course de manière assez... Ouais, sur un semi-marathon, moi, je suis capable de gagner 10-12 minutes. Et finalement, 10-12 minutes, quand t'as perdu 5 minutes en natation au début, bah en fait, Ouais, l'un dans l'autre, ça le fait, ouais. que tout est jouable. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis venue au triathlon longue distance. Même si j'avais pas un entraînement spécifique longue distance, je pense que c'est ce qui m'a valu aussi des petits bobos parce que voilà, j'avais des aptitudes, je m'entraînais pour le court et puis je suis allée sur le long les dernières années. Voilà, c'est comme ça que je suis allée sur le tri. De 2018 à 2024, j'en faisais un peu à chaque fin de saison. Ça a pris de plus en plus d'ampleur parce que mine de rien aussi, c'était des courses où il y avait quelques prize money intéressants en fin de course. J'y suis allée comme ça. Il y a aussi une personne qui a vachement participé au fait que j'aille sur le triathlon. S'il écoute ce podcast, c'est David Lacombe qui a créé une association qui s'appelle Triathlon avec 3 A, où j'ai été ambassadrice de cet asso et qui m'a dit, écoute, toi, t'as un truc à faire en triathlon de longue distance, vas-y. Et puis voilà, j'y suis allée comme ça. Et en fait, de fil en aiguille, je pense que j'ai commencé à avoir de plus en plus d'expérience. Et puis est arrivée cette course au 73 de Aix où faut savoir que 2 ans avant, j'avais fait 8e. Donc rien à voir. Je courais en professionnel, mais pareil, je me considérais pas professionnelle en triathlon puisque, encore une fois, je considère pas le sport, même le duathlon, comme mon métier. Je considère que c'est une passion énorme. En tout cas, ça l'a été dans ma vie et voilà. Mais pour moi, souvent, je dis, bah, c'est un peu mon deuxième boulot. Oui, j'ai gagné de l'argent comme ça. J'ai quand même eu quelques sponsors qui m'ont aidé quand même un peu. Mais voilà, c'était pas mon truc numéro un. Mais je suis allée sur le triathlon et j'ai couru en professionnel parce qu'avec le parcours que j'avais en duathlon, je pense que voilà, ma place c'était de courir en pro. Mais moi, dans ma tête, j'étais pas professionnelle de triathlon. J'avais la chance de pouvoir courir parce qu'il faut quand même avoir quelques critères pour être sur cette ligne. Tout le monde ne peut pas accéder à la ligne en catégorie pro sur un 73 ou ce genre de choses. Mais voilà, j'y allais parce que dans ma tête, je me disais, moi, je préfère être la moins bonne des meilleures que la meilleure des moins bons. Ça a toujours été ma philosophie. Et puis voilà, quoi. J'accepte d'être en fin de classement des pros, mais au moins, je sais que je cours avec les meilleurs. Et puis, il y avait aussi le prize money qui est accessible que sur les catégories pro. Et voilà, donc je me suis retrouvée sur cette ligne comme ça, en voulant faire mieux qu'en 2022, je crois. Et puis finalement, bah, j'ai gagné. Je m'y attendais pas trop. En plus, il y avait un super plateau féminin. Mais ouais, ça s'est fait parce que je suis remontée et je suis sortie dernière de l'eau quand même. Voilà, c'était la question que je voulais te poser. Donc, tu sors dernière de l'eau et effectivement, comme tu l'as dit, tu as cette capacité à rattraper du temps sur la course à pied parce que c'est ton vrai domaine, domaine de prédilection et de compétence. Puis il y a tout un historique. Tu cours depuis petite. Bref, c'est ta discipline. Alors, là, j'avance un petit peu, mais quand on gagne le 70.3 sans se prendre la tête, ça doit probablement apporter un peu plus de visibilité. On parlait de partenaires tout à l'heure. Est-ce que tu habites dans le sud de la France? Est-ce qu'à un moment donné, la continuité est à l'Ironman de Nice? Tu sais, aujourd'hui, là, avec les petits pépins, je pense qu'on viendra en parler, j'ai du mal à me projeter, même si... En fait, c'était là. Le but, c'était Oui, d'aller sur ça. Mais je veux dire, quand tu gagnes le bien sûr. 70.3,
Alors aujourd'hui, oui, ta vie, elle a basculé en fin d'année, ça c'est clair. Et on va en parler justement les symptômes, le diagnostic, ce que tu as vécu au moment des fêtes. Et aujourd'hui, bah, quelle est ta vision du sport et de ta carrière? Mais est-ce que quand tu gagnes Aix, tu t'es dit next step, c'est Nice? Ouais, je pense que déjà quand je gagne Aix, c'est une ouverture vers de nouvelles ambitions sportives, en tout cas, Oui, dans parce que ma tête. là, il y a des sponsors. Dans le triathlon, il y a plus de sponsors, plus de visibilité. Il y a plus de circuits aussi, peut-être. Oui, et puis, oui, c'est ça. Il y a plus de visibilité, il y a plus d'opportunités de pouvoir vivre de ton sport. Euh, Moi, je pense que quand j'ai gagné Aix-en-Provence, ça a été une bascule dans ma tête en me disant, écoute, peut-être qu'en duathlon, tu commences à faire le tour. J'étais pas encore championne du monde puisque je l'ai été quelques mois après. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une bascule possible sur le triathlon? Aussi dans une envie de voir autre chose sportivement parlant et de se faire plaisir autrement. Euh, Bien sûr que je pense que la consécration d'un triathlète aujourd'hui, c'est d'aller courir un Iron, même si je dis souvent à mes athlètes, enfin, quelqu'un qui fait un Ironman, c'est pas plus impressionnant que quelqu'un qui va faire un, une distance de sprint sur un chrono stratosphérique. Il ne faut pas avoir de complexe d'infériorité parce qu'on court pas d'Ironman, etc. Mais évidemment, moi, j'aspirais pas forcément Nice, même si ça reste dans la tête l'Ironman, mais moi, j'avais envie d'aller en Embrun. J'avais envie de faire l'Embrunman. Pour moi, c'est une des courses mythiques en triathlon. C'est une des premières courses que j'ai vues avant de faire du tri. Voilà, j'ai été là sur ce départ. C'est un départ qui est donné à 5h50. Tu vois toute la foule qui court dans le lac, qui fait nuit, tu vois rien, c'est impressionnant. C'est un parcours très très dur. Donc oui, moi j'aspirais à monter sur cette discipline et à faire partie des meilleures françaises en triathlon longue distance. Et surtout à me donner les moyens en natation, chose que j'ai jamais fait, on en a pas parlé, mais honnêtement j'ai honte de te dire ça. Mais moi, je suis jamais vraiment allée nager quoi. Moi j'allais nager 10 fois avant la course parce que voilà, j'avais envie de pas être trop ridicule, même si ça allait pas changer la face du monde sur la partie natation. J'y allais pour me sentir mieux et pas trop stressée et être bien dans l'eau. Mais moi, je voulais me donner les moyens de me dire, ok Marion, t'es capable de faire ça en fin de course. Qu'est-ce que ça peut donner si demain tu te mets un petit coup de pied aux fesses, tu vas plus nager? C'était ça la target. Honnêtement, le 73 n'a rien apporté pour moi en termes de visibilité et de sponsor. Ça l'a été pour les proches, les gens qui m'accompagnaient déjà un peu, qui ont un peu poussé. Je pense à David Lacombe dont j'ai parlé tout à l'heure, qui m'a aidé à être sponsorisé, notamment lui via sa boîte, etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, et on me l'a dit, on m'a dit, si tu surfes pas sur cette victoire, derrière, il se passera rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, ah, t'as eu des sponsors depuis? Bah, en fait, non. Non, parce que si toi, t'es pas moteur de ce Ouais, je vois truc-là, ce que tu. On va pas venir. Ouais, on va ah ouais, pas t'appeler. Ah ouais, je vois carrément. ce qu'il y a. Par contre, la porte ouverte que j'ai eue, c'est que j'ai eu une sélection en équipe de France de triathlon, longue distance, puisqu'il y a quand même un championnat du monde longue distance de triathlon. Et ça, c'était vraiment cool de se dire, bah voilà, moi j'ai fait du duathlon, je viens du duathlon, et pourtant là, je suis en train de basculer sur une sélection en équipe de France longue distance qui avait lieu quelques jours après le championnat du monde de duathlon. Donc j'ai fait le doublé, hein, je suis allée, j'ai fait les mondes de duathlon, j'avais mes deux vélos en Australie, hein, j'avais mon vélo pour le du, j'avais mon vélo pour le tri. Des distances totalement différentes. En duathlon, je faisais 5 km, 20 km, 5 km. Alors que sur le triathlon, je nageais 3 km, je partais sur 115 bornes à vélo et j'avais 30 km à pied à la fin. Donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont eu cette double sélection. Fallait quand même avoir le courage de se pointer sur deux trucs comme ça. Malheureusement, j'ai pas pu aller au bout puisque j'ai crevé à vélo. Donc c'est un peu un de mes regrets. Mais voilà, ça m'a ouvert une sélection en équipe de France de triathlon. Mais ça m'a pas ouvert beaucoup plus. Mais par contre, ça m'a ouvert l'envie
de basculer sur une autre discipline et de m'entraîner autrement et voilà. Et c'est là que je reviens sur ce que je disais en début d'épisode, mais l'ADN, le fait d'avoir cette fibre et ces compétences naturelles et en capacité d'accepter, comme tu l'as dit, hein, les distances sont pas du tout les mêmes, il y a rien à voir, l'effort n'est pas le même, mais bah voilà, physiologiquement, bah voilà, tu fais partie de ces championnes qui ont le truc en plus. Donc moi je trouve ça admirable et ça fait toute la différence. Et puis ben, il y a cette fin d'année qui, bah, c'est pas passé comme tu l'avais imaginé, où la maladie arrive. Donc si tu peux en parler, si tu souhaites en parler, quels ont été les premiers symptômes et puis l'annonce, parce que c'était ou c'est, je sais pas comment l'articuler, tu vas nous dire où tu en es justement, un cancer qui t'a été diagnostiqué. Donc voilà, si tu veux bien en parler, je sais pas trop Ouais. comment poser la question, donc je te laisse libre cours, Marion, sur ta réponse. Non, je pense qu'au contraire, c'est hyper important d'en parler, ne serait-ce que pour mettre des mots aussi moi dessus et puis je vais pas dire pour faire de la prévention parce que je saurais jamais pourquoi je suis arrivée à cette étape de ma vie. Mais par contre, je sais quand même qu'il y a des choses qui ont participé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, fin 2024, donc qui a été une année totalement, je vais dire, de succès pour moi. Je pense qu'il n'y a pas une seule course que j'ai faite, à part peut-être les championnats de France de cross, que j'ai raté. Tout était aligné, tout était facile. Je mettais les chaussures, je courais, j'avais aucune difficulté et c'était vraiment top. J'ai eu un bobo, un ischio sur le dernier triathlon que je fais en fin 2024. Et puis là, il y a tout qui s'écroule puisque je me fais une déchirure dans un ischio pendant la course. Voilà, je sentais que ça me titillait et puis j'ai voulu terminer la course et puis voilà. J'avais mal au dos, ce genre de choses. Et en fait, du coup, de fin 2024 à, on va dire, avril 2025, j'essaye de me soigner, mais franchement, je suis en galère. Je suis en galère totale et puis je me sens très seule. C'est important de le dire parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, on est sportif de haut niveau. Souvent, de l'extérieur, on se dit ouais, bah, il est hyper bien encadré, il est hyper bien entouré. Elle est en équipe de France, elle a des titres, elle a le staff qui va bien. Honnêtement, c'est pas vrai. Ça, c'est une image qu'on se donne. Moi, aujourd'hui, encore une fois, j'ai fait les plus hautes compétitions en duathlon parce que j'avais le potentiel. Mais derrière, je me suis entraînée comme quelqu'un qui avait juste envie de performer. Mais j'avais pas le cadre autour pour peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas mis aussi, mais en tout cas, j'ai pas été aidée de l'extérieur. Si toi, t'es pas là pour le mettre, on viendra pas t'aider. Et en tout cas, moi, j'ai pas eu je vais dire cette chance, mais encore une fois, c'est peut-être moi qui l'ai pas provoqué. Mais en tout cas, j'ai galéré. J'ai galéré pendant des mois. Ça a été dur pour moi parce que j'avais l'impression que ça importait pas trop la fédération aussi, hein, que je sois blessée. Alors pourtant, je me suis blessée un mois après être championne du monde. On m'a même dit, bah, tu fais pas les championnats de France, tu fais pas les championnats d'Europe, bah, du coup, tu pourras pas être sélectionnée au championnat du monde. Alors que pourtant, ça faisait 4, 4 ans que je faisais des médailles, que j'étais tenante du titre. Et donc, ça a été une période compliquée où je me suis sentie assez seule. Et en fait, j'ai quand même réussi à aller courir ces championnats du monde parce que fin avril, j'ai commencé à reprendre un petit peu la course à pied. J'ai réussi à faire mon premier footing d'une heure fin avril. Les championnats du monde étaient en juin. Et je vais pas dire que j'ai demandé à la Fédé de me donner cette chance parce que effectivement, j'avais pas fait les critères. Mais j'ai un peu forcé le truc en disant, bah, vous pouvez pas me faire ça en fait. Je dois aller sur cette ligne. Laissez-moi cette opportunité. Et j'y suis allée, mais j'avais 6 semaines de course à pied dans les jambes. J'y suis allée, j'ai fait cette course, ça a été terrible. Terrible, terrible, parce que j'avais pas couru depuis fin septembre 2024. Je me retrouvais sur une première ligne de départ en juin 2025, sans intensité de course, sans rien. J'ai souffert, j'ai quand même terminé quatrième, mais j'y ai mis tout mon cœur et un peu d'orgueil aussi. Le lendemain, on gagne en relais mixte, mais moi, au fond de moi, je suis terriblement atteinte. Psychologiquement, je suis très fatiguée de m'être battue tous les jours
pour essayer de revenir sur cette ligne et de montrer le meilleur de moi-même et d'essayer de faire la meilleure performance possible, alors qu'au fond, j'en peux plus, quoi. Je comprends pas pourquoi j'en suis là, pourquoi je suis seule, pourquoi j'arrive pas à guérir véritablement. Je me sens dans l'abandon. Et donc, en fait, après ce championnat du monde, où finalement, je me dis, je vais pouvoir repartir, ça y est, mais t'as fait 4 et puis t'as gagné en relais mixte, etc. En fait, je sens que je suis épuisée mentalement et je sens que j'ai des choses en moi que j'ai pas réussi à sortir. J'ai de la colère, j'ai de la rancœur. Et puis en fait arrive septembre où j'étais déjà suivie pour ma thyroïde parce que j'avais une thyroïdite d'Hashimoto, donc qui est une maladie auto-immune qui a pas de lien avec ce cancer de la thyroïde, mais j'étais déjà suivie pour ça et j'avais un traitement déjà. Et donc je passe une échographie pour voir où j'en suis et en fait on se rend compte que les images elles ont vachement évolué par rapport à il y a un an et on comprend pas trop pourquoi parce que c'est en gros je suis gradée du bas de l'échelle il y a un an à tout en haut de l'échelle et on me laisse un peu sur ça en me disant non mais il faut que tu fasses une biopsie mais moi je sens au fond de moi que ça va pas et je pense que j'ai compris tout de suite parce que quand ça fait un an que tu vis du stress au fond de toi, que tu te sens pas bien, je vais pas te dire que je savais pertinemment que c'était pas un état qui allait me faire du bien au fond de moi. Je me suis même dit tu te fais tellement de soucis que tu vas avoir un cancer et je vais pas dire que c'est arrivé mais voilà et en fait je passe une biopsie et puis voilà ça ressemble qu'à ressort carcinome 6/6 donc cancer de la thyroïde. Et même si, quoi qu'on dise, c'est un cancer de la thyroïde, ça reste les cancers qui se soignent le mieux. Hein. Moi, ça a été un choc. Je pense que là, c'était vraiment la cerise sur le gâteau, on va dire. Et là, vraiment, dans un premier temps, j'ai essayé de bien le prendre en me disant, de toute façon, c'est la continuité de cette année pourrie. Et puis, non, je l'ai pas du tout bien pris. Je pense que j'ai même fait un espèce de choc émotionnel où vraiment c'est la goutte de trop. Tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi t'en es là, pourquoi toi, alors que j'ai toujours eu une vie saine, etc. Mais par contre, la chose que j'ai compris, et c'est là où je veux alerter aussi, c'est que le sport du haut niveau, c'est pas ce qu'il y a de plus sain. On se met quand même beaucoup de pression et il faut pouvoir parler, et voilà, moi, je pense que je me suis jamais trop entraînée. J'ai toujours fait pas beaucoup, mais juste. Par contre, autour de moi, j'ai pas mis les choses en place pour être bien forcément psychologiquement dans ma tête à un moment donné. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai basculé. J'ai pas parlé, j'ai voulu tout garder pour moi aussi parce que, encore une fois, tu vois, je pense que quand tu mérites, normalement, on vient vers toi et enfin voilà, j'ai tout gardé pour moi et ça a été un gros choc, mais aujourd'hui, j'ai compris que c'était mon corps qui me disait juste Marion, stop. En fait, il y a des choses qui vont pas. Et même si tout le monde pense que sportivement, t'es hyper heureuse, t'as atteint des choses, en fait non, ça allait pas, ça c'est une image, c'est ce que les gens voient, c'est pas parce que tu... Justement, derrière cette femme, souvent il y a des photos qui sortent où tu me vois en train de soulever une banderole et d'hurler, parce que en fait ça cache des choses, ça cache des choses que tu dis pas ou ça va pas toujours très bien. Et je pense que j'ai compris ça, que en fait là il fallait que je prenne soin de moi et que peut-être que ce cancer c'est aussi un moyen de s'arrêter, de revenir un peu en arrière, de prendre plus le temps. Et puis, même si c'est un gros deuil, il faut le dire, hein, c'est un deuil parce que je sais que il y a cette blessure, puis il y a ce cancer, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de temps aussi que je m'entraîne plus comme l'athlète d'avant, hein, donc je m'éloigne aussi de mes capacités, de ces choses-là. C'est aussi un moyen de se dire est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses derrière aussi qui m'attendent? Est-ce que c'est pas un moyen aussi de tourner une petite page autrement, en tout cas de faire du sport autrement? Je vais pas dire que je suis contente d'en être là aujourd'hui parce que c'est très dur et que ça a entraîné beaucoup de douleurs différentes. Il y a le traitement du cancer, mais il y a tout ce que ça implique mentalement. Moi, j'ai eu un mois où j'avais mal partout.
partout dans mon corps. Les articulations, mon dos, mon épaule qui gonfle, les genoux qui se plient plus. Et en fait, tout ça, c'est une répercussion qui n'est pas forcément liée au cancer, mais c'est une répercussion du choc, de l'arrêt du sport qui est brutal, où tout s'arrête, de la décompensation totale de la personne que j'étais avant et de la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est aussi un moyen de se dire, ok, il y a une autre vie qui m'attend, qui sera différente, et je vais peut-être prendre le temps de faire d'autres choses qui me plaisent aussi. Ouais, c'est très philosophique ce que je dis, mais je suis en plein dans cette phase-là d'acceptation de choses que je ferais peut-être plus ou pas. Peut-être que je Ou ferais pas différemment. ouais, je ferais pas d'Ironman peut-être. Ou en tout cas, j'en ferais peut-être un, mais pas à la hauteur de ce que j'avais voulu en tant qu'athlète avant. Je me vois peut-être pas forcément gagner comme j'aurais voulu le faire, mais je me vois faire du sport sainement aussi, pour d'autres raisons, plus dans le partage. Moi, là, si je me vois retourner sur une ligne de départ, c'est aussi... moi, j'ai un projet, là, je sais pas si je peux le faire, parce qu'effectivement, je suis toujours en traitement, je suis pas réglée, hormonalement, je suis pas du tout réglée, j'ai encore de la médecine nucléaire à faire et ce genre de choses. Il faut que je remonte la pente parce que je suis exténuée, fatiguée. Mais moi, mon projet, tout à l'heure, on a parlé de ma sœur jumelle. En fait, ma sœur jumelle, elle était polyhandicapée, elle est plus là aujourd'hui. J'ai commencé le triathlon juste après qu'elle soit partie. Et moi, j'aimerais pouvoir faire un triathlon avec un enfant polyhandicapé ou un jeune qui n'a pas les capacités de le faire. Mais moi, si je me vois être sur une ligne d'un 73 ou d'un triathlon longue distance, c'est pas pour gagner pour moi aujourd'hui, je pense. C'est pour le faire pour les autres et me sentir utile. Je me rends compte que j'ai fait du sport de haut niveau pour moi, pour me flatter, mais aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que ça m'a vraiment apporté, si ce n'est avoir un cancer. Non, mais Non, c'est ce que tu dis, on voit bien qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Déjà avant, hein, ton esprit te disait que ton corps n'allait pas bien et tu avais su le capter, mais pas l'identifier, mais ça c'est normal, je veux dire, mais en tout cas, tu avais déjà senti qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas comme avant. Euh, et aujourd'hui, donc tu l'as dit, tu es toujours en traitement, hein, c'est ça? ouais, carrément. Les gens le voient pas, mais j'aperçois ta cicatrice. Et puis pour t'avoir suivi sur les réseaux, on voyait qu'en fin d'année c'était compliqué, hein. Tu expliquais sur les réseaux que tu comprenais pas pourquoi, mais tu faisais des allers-retours entre les urgences, ton domicile, les urgences avant cette opération. Justement. Et après, la question que je voulais te poser, c'est tu as quel âge aujourd'hui, Marion? 33 ans. Voilà, je le sais, mais je me dois de te poser la question pour les gens qui nous écoutent puissent se dire que, bah, en tout cas, on le souhaite, hein, c'est que tu reviennes après au niveau, pas au niveau. J'allais presque dire, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu te fasses plaisir et que, bah oui, tu es dans une phase aujourd'hui de ta vie. Alors, c'est facile à dire, hein, parce que aujourd'hui, moi, j'ai pas vécu ce que tu traverses, mais tu es dans une phase de ta vie où bah, tout s'est écroulé dans ce que tu décris. Tous tes repères, hein, l'entraînement, la compétition, tout ça brutalement, et tu as utilisé vraiment le mot brutal, bien appuyé justement pour dire que bah, du jour au lendemain, tous ces repères-là sont partis en éclats, quoi. Tout ça s'est arrêté. Et que c'est des nouveaux repères que tu es en train de construire probablement avec bah, tout l'aspect philosophique dont tu parlais et qu'on on le souhaite en tout cas, bah, tu puisses revenir, que ce soit seul ou avec quelqu'un d'autre sur une ligne de départ. Après, voilà, à 33 ans, tu es encore jeune, quoi. Je veux dire, les choses vont se mettre en place. Il faut déjà te soigner physiquement, après te soigner mentalement pour retrouver l'envie, les repères. Et puis aller de l'avant, mais avec un esprit de championne, comme tu peux l'avoir, les choses vont se mettre en place. Mais c'est quoi aujourd'hui ton quotidien, Marion, qui était avant rythmé par les entraînements, les coachings, Est-ce que tu continues à encadrer des sportifs? Et est-ce que c'est ta bouffée d'oxygène quelque part? C'est à travers eux que tu fais du sport. Et c'est quoi aujourd'hui ton quotidien? C'est les soins et le coaching, puisqu'il n'y a plus de sport. Comment tu vis ça? Mon quotidien, c'est me refaire une santé, me reposer. Effectivement, j'ai encore un tour à l'hôpital à faire
pour essayer d'endiguer tout. Là, pour être honnête, j'ai fait mon premier footing de 20 minutes il y a 2 jours. Parce que je viens de déménager. Là, j'ai une nouvelle vie qui m'attend parce que j'ai acheté un appartement et voilà, je suis en plein emménagement à l'heure actuelle. Et voilà, mon quotidien, c'est ça, c'est reconstruire quelque chose de nouveau. Mais la tentation était trop forte parce que là, on habite à 500 mètres de la plage, donc on s'est dit, allez, un petit footing. Je l'ai pris un peu comme une nouvelle page qui se tourne. Comme t'as compris, moi, je fonctionne beaucoup au repère. Et là, j'avais besoin de créer un nouveau repère et de passer à autre chose. Et donc, je suis allée faire ce petit footing pour voir où j'en étais, comment je me sentais. Même si on m'a dit, Marion, le sport, c'est pas pour tout de suite parce que j'ai des dosages hormonaux qui sont vraiment très mauvais pour le moment. Je suis allée faire mon premier footing et mon quotidien, pour le moment, il n'y a pas de sport. Aussi parce que moi, ça me fait peur de reprendre. J'ai besoin de prendre du temps. Je sais que ça va revenir. Je sais que je vais le refaire de 1 parce que j'en ai envie quand tout sera ouvert. Et de 2 parce que mine de rien, comme tu le dis, j'accompagne des sportifs, je crée des séjours sportifs. Moi, mon échéance là, c'est pas d'être sur la ligne de départ pour un championnat. Mon échéance, c'est mon travail. Mon échéance, c'est dans quelques mois, voire dans quelques semaines, d'être au sein d'un groupe de 30 personnes et de les emmener kiffer à vélo, en course à pied, sur des stages sportifs en Lozère, dans une structure qui s'appelle les Terrasses du Lac. Je vous invite à aller voir ça, c'est super chouette. Mon quotidien, il est drivé entre mes athlètes que je continue d'entraîner. J'ai la chance de pouvoir faire ça encore aujourd'hui. Je fonctionne beaucoup à distance et ça marche très bien. J'ai entre une quinzaine et une vingtaine d'athlètes en France et je les accompagne comme ça. Et effectivement, je vis le sport aussi à travers eux. Même si parfois c'est un petit peu douloureux, et ben je le vis aussi comme ça. Mais c'est aussi Enfin, moi, je vois aussi beaucoup mon avenir en faisant du sport sans concours d'ego, sans recherche de performance extrême, mais dans du partage, beaucoup de partage. Là, les stages que je fais, on appelle ça des colonies sportives. On y va, on cherche pas à être le plus performant, mais par contre, on cherche à partager des moments de sport parce que le sport, c'est une grosse valeur de partage que je trouve d'ailleurs qu'on oublie de plus en plus. Le sport de haut niveau aujourd'hui, quand tu regardes les réseaux, moi je vois les gens qui se filment eux et comme on l'a dit tout à l'heure, les sponsors, ça implique, c'est un système qui implique le fait de se mettre en avant, de se mettre en avant soi tout le temps, mais je trouve que du coup ça nous éloigne beaucoup de pourquoi on fait du sport. Et le sport, c'est moi, ma définition, c'est vraiment de le partager avec du monde. C'est parce que ça nous fait du bien et pas parce que ça nous fait du mal. Et moi, c'est vraiment ça ma philosophie pour mon avenir. Et c'est vraiment mon quotidien aujourd'hui. Et d'ailleurs, je me suis inscrite dans un club à Marseille qui s'appelle Massilia Triathlon, qui est un club qui fait de la 3e division en duathlon et en triathlon, qui est très éloigné des clubs où j'étais avant. Et d'ailleurs, j'ai eu un échange avec le sélectionneur d'équipe de France qui m'a dit, t'es au courant que faudrait que tu fasses du Grand Prix de la 1re division pour reviser les sélections ou quoi. Mais c'est vrai que moi, là, j'avais un besoin social. Et tant pis s'ils font pas de la D1, je m'en fiche. Et on m'a même dit au club, ce serait trop cool que tu viennes faire la D3. La D3, quoi. Moi, j'ai gagné des D1, donc c'est hyper drôle. Mais moi, ça me fait rire. Parce que moi, demain, le fait d'aller courir sur une D3, ça me fait marrer. Je trouve ça trop cool, en fait. Et d'être porteur d'un projet comme ça, d'un club qui est peut-être, voilà, juste en 3e division, mais juste où nous, on vient faire du sport, on vient faire du sport, mais se retrouver peut-être au bar après pour aller boire un coup. Ou voilà, les natations en eau libre, à Marseille, il y a beaucoup ça. Moi, c'est ça qui me drive et c'est ça qui me donne envie. Même si, franchement, je te dis ça, mais évidemment que dans un coin de ma tête, j'ai envie de reporter un Bien dossard sûr, bien sûr, mais performant. après, chaque chose, j'allais dire, un pas après l'autre, quoi. Enfin, un pas après l'autre. Aujourd'hui, tu es dans une phase de ta vie où il faut que tu te refasses, comme tu l'as dit, une santé. Je veux dire, là, pour le moment, il n'y a pas de... Enfin, ça serait déplacé que tu dises, j'ai déjà planifié mes entraînements pour revenir à haut niveau. Ah, faut être réaliste. À un moment donné, chaque chose en son temps. Déjà, le petit footing de 20 minutes,
t'as probablement, probablement remis l'église au centre du village parce que tu devais avoir probablement aussi tes sensations de quand tu volais sur le bitume. Oula, 15 kilos, je me sentais au bout de ma vie, mais ça me faisait trop du bien. Ben oui, ben voilà. Donc chaque chose en son temps et aussi parfois, là aussi c'est l'expérience qui parle. C'est pas celle de la maladie, hein, mais c'est l'expérience de l'exigence sportive et de te mettre tes gros challenges. Ça fait du bien. Tu verras probablement, ça va te faire du bien aussi mentalement de pas avoir ce stress, peut-être même inconscient, de la ligne de départ, du résultat, de tout ce qui va avec le très très haut niveau que tu as connu. Et puis après, les choses se feront comme elles doivent se faire, puisque quand on voit ton parcours, tu as toujours fait les choses qui t'épanouissaient personnellement. Tu n'as pas fait en sorte de provoquer volontairement quelque chose, mais ça s'est passé naturellement parce que ça devait se passer. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que c'est hyper poignant, hein, ton témoignage. Est-ce que tu suis aujourd'hui le sport, les Jeux Olympiques, au moment où on enregistre, là on est en plein Jeux Olympiques d'hiver qui ont commencé. Est-ce que tu suis ce haut niveau-là ou est-ce que par frustration, tu zappes quand tu tombes sur une épreuve sportive, quelle qu'elle soit? Non, je dirais que c'est un entre-deux, c'est une question que je me suis posée. C'est vrai que j'ai l'impression de plus regarder le sport de la même façon. Même le triathlon, je le suis plus de la même façon. Dans un premier temps, c'était parce que ça me faisait du mal et dans un deuxième temps, c'est pour tout ce que je t'ai raconté. En fait, je me rends compte que je suis en train de quitter ou de m'éloigner en tout cas d'un monde qui me convient peut-être plus aujourd'hui parce que la Marion d'avant, c'est plus la Marion d'aujourd'hui. Il y aura toujours un avant, un après. Bien sûr, c'est évident. J'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture alors que je pense que cette Marion d'avant elle l'aurait fait. Mais tu vois hier là j'étais à Toulon, je faisais la rade de Toulon dans un bateau pour visiter. C'était au moment du biathlon du relais mixte. Ouais, j'étais plus concentrée, je t'avoue, sur mon portable à regarder le relais mixte pour voir si la France allait gagner que d'écouter la visite. Donc effectivement, je suis toujours rattrapée par cet aspect compétitif, etc. Mais je le suis d'un autre œil et je prends beaucoup plus de recul sur les choses. Ouais, je le suis, mais disons que j'ai mon œil qui me dit attention. Ou en fait, je vois plus des sujets d'alerte, je m'en rends plus compte. J'ai plus un esprit critique aujourd'hui sur le sport de haut niveau et du coup, je m'en protège aussi d'une certaine façon. J'aime la beauté du sport, je suis super contente quand ça gagne, mais je me dis toujours que derrière cette victoire, il y a aussi des choses qu'on voit pas C'est vrai. Et voilà. C'est vrai. C'est une Marion en transition qui est avec nous. Exactement. Transition, la 4e discipline du triathlon. Exactement. C'est très 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 bien dit. Mais écoute, moi je te remercie pour le temps, le partage. Et est-ce qu'il y a quelque chose, Marion, que tu voudrais partager aux auditrices, aux auditeurs, un message à faire passer? On arrive sur la fin de l'épisode. C'est peut-être la question la plus difficile que je t'ai posée sur cet épisode, mais voilà, quel message tu souhaiterais faire passer? Ouais, de faire du sport pour les bonnes raisons et pas pour les mauvaises. Et de prendre soin de soi, c'est hyper important. La performance, c'est bien. Viser le haut du tableau, c'est bien, mais ne pas oublier qu'il y a une vie autour. Et ça, c'est hyper important parce que quand le sport s'arrête, quand on n'a pas chéri cette vie autour, qu'on ne l'a pas préparée, on ne s'est pas forcément entouré ou quoi, ça peut faire tout drôle. Donc voilà, ne pas oublier le à côté. Et c'est pas parce que je pense que le à côté n'empêche pas d'être performant et je pense que du coup c'est vraiment bien d'entretenir ça et de prendre soin de soi en priorité. On le dit toujours et surtout la santé, on le dit en rigolant au Nouvel An, mais c'est hyper important. Moi, si j'ai un message à faire passer, c'est de prendre soin de soi et voilà. Hein. Écoute, ouais, faire le sport pour le plaisir, très clairement, et pour les bonnes raisons. Là, entièrement raison, avec tout ce qu'on traverse et ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je suis convaincu qu'il y aura un deuxième épisode Marion ensemble dans 2 ans, 3 ans. Et qu'on réécoutera celui-ci, puis voilà, on se dira dans 2-3 ans. Ça m'est arrivé
de faire comme ça des épisodes. Et puis le temps passe vite, hein. C'est vrai que le podcast, il a plusieurs années maintenant. Et de se dire, on se retourne un petit peu. Et puis voilà le parcours, voilà dans quelle phase j'étais il y a 2-3 ans. Et voilà ce qui s'est passé depuis. Donc là, on l'entend, hein, et on le comprend totalement que tu es dans cette phase d'acceptation aussi, de transition. Et puis je suis incapable de te dire aujourd'hui ce qui se passera demain. Mais ce que je sais, c'est que ça sera forcément différent. Donc un grand merci Marion pour ton temps, pour ta sincérité. Ton humilité. Eh ben écoute, à dans 2 ans avec grand plaisir. Tu nous partageras justement, tu nous expliqueras quelle a été la suite et comment tu as construit, comment tu t'es reconstruit une santé, reconstruit mentalement, physiquement. Et puis ce sera toujours un grand plaisir. Un grand merci Marion, et je te souhaite tout le meilleur pour la suite de cette année 2026. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Tous en selle. Merci d'avoir pris le temps de rouler avec nous, d'écouter ces histoires, d'écouter ces conseils, mais aussi ces expériences qui, je l'espère, t'auront donné envie d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus haut, et de simplement savourer ta prochaine sortie à vélo, mais aussi, pourquoi pas, de comprendre les vibrations de ta machine. Si ce podcast t'inspire, te motive, te fait sourire ou te donne simplement envie pour une nouvelle sortie à vélo, n'hésite pas à le partager sur les réseaux ou à un ami simplement avec WhatsApp. Tu verras, c'est très simple, à en parler autour de toi et à laisser le fameux 5 étoiles sur les différents sites. C'est ce qui fait grandir l'aventure, c'est ce qui fait grandir le podcast, et c'est ce qui nous permet de continuer à avoir d'autres invités. Tous en selle, c'est une communauté, une énergie, une envie commune, se dépasser, s'amuser, apprendre et vivre pleinement cette passion qui nous rassemble, le vélo. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Tous en selle, avec de nouvelles voix, de nouveaux conseils et de nouveaux récits. D'ici là, prenez soin de vous et comme toujours, toutes et tous en selle.